Bonjour et bienvenue dans l'Aftermarket. Je suis Clément SSB et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Dulac. Il va nous raconter comment il génère des leads via le cold emailing de façon rapide et efficace. Il va aussi nous dévoiler toutes ses stratégies pour trouver ses prospects et leur écrire les messages les plus convaincants possibles. Avant de commencer, je tiens à adresser un petit mot à notre partenaire Factory 5.42. C'est le studio vidéo au centre-ville de Toulouse chez qui nous tournons ce talk show. Allez, maintenant on commence. J'accueille Pierre Dulac. Salut Pierre. Merci. Comment tu vas ? Écoute, ça va très très bien. Merci de m'accueillir. Avez le plaisir du coup. ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ouais, effectivement. Et du coup, je trouvais super intéressant de t'avoir sur le podcast, sur l'aftermarket. Parce que j'avais envie de parler de cold email et de génération de leads par email du coup. Parce que pour moi, c'est une des techniques les plus rapides et efficientes, on va dire. Compte tenu, tu vois, rapport temps-budget. Donc, je me disais que tu serais une personne parfaite pour parler de ça. Ok, très bien. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter un petit peu ? Alors, moi je te connais sous le poste de lead growth chez Déclic, du coup. C'est ça, exactement. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as fait un tout petit peu avant ? Comment j'arrive là ? Comment tu arrives là finalement ? Parce que je sais que tu as un background dans le dev. Exactement. Donc, comment est-ce qu'un dev finalement s'est retrouvé dans le marketing Ok, très bien. Du coup, en fait, moi, à la base, j'ai fait des études d'ingé en électronique, électrotechnique et informatique industrielle, chose qui n'a rien à voir avec le gros. Et du coup, en fait, j'ai fait ces études d'ingénierie parce que j'adore la technique. Malgré tout, quand j'étais plus gamin, sur le site du zéro, je m'amusais à créer des sites web et tout ça. Du coup, j'avais quand même cette appétence au digital. Je trouvais ça trop cool t'as un ordi et tu codes des trucs et tu peux le mettre sur Internet et tout le monde peut le voir. Je trouvais ça incroyable. Mais du coup, les études font que je voulais voir autre chose, que je me disais, le web, je peux l'apprendre chez moi, je l'apprenais chez moi. Du coup, j'ai expérimenté d'autres trucs, aller un peu dans l'électronique, des choses toujours dans la technique parce que c'est là où j'étais le meilleur et c'est là où je me plaisais. J'adorais ça et j'adore toujours ça. Et du coup, de fil en aiguille, je me retrouve en alternance dans un grand groupe. Du coup, là, système embarqué, des trucs très processés, un milieu grand groupe que je n'ai pas du tout apprécié. Et de cette manière, et du coup, ça m'a amené à me dire, vas-y, c'est quoi que t'aimais faire quand t'étais petit, tout ça ? C'était le web. Du coup, j'ai décidé d'arrêter tout ce qui est système embarqué, tout ce qui est ingénierie classique pour aller dans le web, dans le digital et dans tout ce petit monde de start-up. Là, j'ai un pote qui m'a appelé, il m'a dit tiens, j'ai bien envie de monter une boîte dans l'éducation. Et du coup, nous, on voulait faire une boîte à outils pour les profs particuliers. Okay. Donc moi, je suis arrivé dans un accélérateur à Toulouse qui s'appelait Momentum, qui est pas très loin d'ici même. Et du coup, on a commencé à faire ça. Moi, disons, quand je suis arrivé le premier jour à Momentum, le mot call to action, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ouais, donc, pour le niveau, j'étais vraiment à zéro. En plus de ça, tout ce qui était com, market, pour moi, c'était des mecs qui s'amusaient à faire des likes et j'avais une prétention de l'ingénieur très, 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 très haute. Donc, prétention de l'ingénieur qui connaît rien. Donc, il y a pas mal de choses à déconstruire. Et du coup, j'apprends à développer, mais en même temps, de développer, on apprend à vendre notre produit. On commence à aller parler à des clients, à des utilisateurs potentiels. Et on apprend tout ça. On commence à se bourriner la tête de podcasts, de vidéos, de parler avec des gens. Et là, tu commences à te prendre au jeu. Donc au début, tu t'occupes simplement d'automatiser un peu les campagnes. Après, tu commences plus à appeler les gens, tu commences à faire de la recherche utilisateur, tout ça. Et là, tu te prends au jeu, tu adores ça. Okay. Et du coup, de fil en aiguille, on a arrêté cette aventure parce que c'était... moi, je dirais, j'ai vu ça comme mon... Tu sais comment ça s'appelle quand tu fais ton année de césure, là, entrepreneuriale. Mais du coup, j'ai fait mon année de césure entrepreneuriale tout seul dans mon coin, où j'ai fait tout et n'importe quoi. Au final, on n'a pas vendu grand-chose, même quasiment rien, mais on a appris beaucoup de choses. C'était vraiment très cool. Ouais. Ça m'a mis le pied à l'étrier. J'ai appris à développer des plateformes et à comprendre comment ça marche, de faire un peu de market, d'acquisition et tout ça, rencontrer des gens. Ensuite, je suis parti avec les gars qui faisaient cet incubateur. Ils ont voulu créer un incubateur en ligne. Donc là, ça s'appelait Ikigai.
Et donc là, j'étais entouré que de mecs qui adoraient vendre, qui adoraient faire du market et qui adoraient faire de l'acquisition. Pareil, encore une fois, là, moi, j'étais plus en retrait. Je créais la plateforme, donc toujours dans le dev, très dev. Mais j'étais entouré de ces gars-là qui m'ont un peu bourriné le cerveau avec, avec tout ça. Et vu qu'on n'était que quatre et que tu dois tout faire, ben, tu crées une boîte, quoi. Donc, t'es un peu touche à tout. Et pareil, là, je commence à faire toute la prospection automatisée de cold email, cold LinkedIn, etc. avec eux. Donc, je commence à toucher les outils, à m'amuser en parallèle de faire le dev. J'étais celui qui bricole les trucs à côté, Ouais. quoi. Donc, eux, ils m'aimaient bien parce que je pouvais bricoler tous ces trucs. Du coup, je suis chez la boîte ferme parce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, on arrive à se sortir des salaires, on arrive mais le produit, il n'est pas très aligné, il y a un peu de... On n'arrive pas, il y a beaucoup de fatigue du côté de certains des co-founders. Donc il faut trouver un job et je me dis, je suis à Toulouse, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se passe en startup à Toulouse? Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas beaucoup d'endroits. Et je me dis, tiens, l'IoT Valley, ça me dit un truc, ça a l'air sympa. Il y a l'air de se passer des trucs sympas là-bas. Donc j'essaie de voir un peu les postes qu'il y a à l'intérieur. Je vois qu'il y a un poste de back-end développeur, je me lance dessus. Moi là-bas, je pense y rester 2-3 mois. Oui. Et du coup, s'il Au final, écoute, tu y es resté un peu plus. je pensais y rester 2-3 mois histoire de prendre un peu de salaire. Et j'étais chaud aussi, vu que j'étais tout un autodidacte au niveau de développement web. Je me suis dit, tiens, c'est bien, je vais être dans un truc un peu plus processé où je vais comprendre comment ça marche de travailler plus en équipe, etc. Et du coup, voilà. Et une fois que l'IoT Valley s'arrête, pour X raisons, Arnaud, le fondateur de Déclic, et du coup, vu qu'on est dans l'écosystème, il y a tout le monde s'échange un peu en fonction de qu'un qui arrête un boulot ou un qui en a marre, il va bosser chez l'un, chez l'autre. Mais ça se fait un peu comme ça avec moi. Arnaud, on s'aime bien parce que moi, je le voyais, il était au tout début à l'incubateur du coup de l'IoT Valley. C'était mon client parce que nous, on crée un framework pour gérer les objets connectés. Du coup, il utilisait ce que moi j'ai développé. Du coup, on se connaissait bien, on s'appréciait bien. Et moi, du coup, j'ai accepté d'aller chez Déclic. Et quand je suis arrivé, on s'était dit, bon, vas-y, tu vas développer un peu à moitié la plateforme. Et en même temps, tu vas faire un peu d'acquisition, mettre un peu de technique d'acquisition parce qu'il aime bien, il aime bien tout ça. Du coup, il s'est dit, ah, c'est bien, je vais avoir un mec, un gros à moitié avec un mec qui fait la plateforme. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai vu un peu l'état du truc et tout ça. J'ai fait, bon, la plateforme, tout ça, c'est pas du tout ça qu'on a besoin aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est vendre, vendre, vendre. Vendre le truc. Donc, on va essayer. J'ai envie d'être plutôt full-time en grosse. Donc, c'est un peu ma première expérience à 100% dans ce métier. Ouais. Mais en même temps, ça fait quelques années que je traîne un peu dans tout ce milieu-là et dans dans ce Ouais, dans le métier-là. milieu du marketing, ouais. Entouré de plein de gens qui sont à fond là-dedans. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, je trouve ça super intéressant que tu parles de growth. Mais aujourd'hui, je l'entends à tort et à travers Ouais. par plein de gens. Ouais. Et souvent, en fait, je m'aperçois qu'ils veulent pas vraiment dire la même chose. Mhm. Donc, je suis très curieux d'avoir ta définition du growth pour toi. C'est quoi? Ok. Du coup, ça c'est assez simple à répondre pour moi comme question, parce qu'il y a une communauté qui s'est créée qui s'appelle Gross Talent, que je suis pas mal, qui a été fait par un ex-Spendesk, qui est Jérémy Goyot, qui vient du Sud et qui est une grosse référence grosse dans l'écosystème français, du coup. Ouais. Et du coup, comment c'est défini? En fait, c'est déjà défini en plusieurs types de grosses. C'est-à-dire, il n'y a pas juste le gross. Il est défini, je crois, en 6 ou 7 disciplines différentes. Tu vas avoir gross outbound. C'est-à-dire, c'est toi qui vas aller chercher les gens, créer de la croissance dans la manière d'aller chercher les gens. Le sujet un peu d'aujourd'hui, donc Ouais. c'est tout ce qui est Totalement. cold email, Cold cold calling, LinkedIn, cold call, etc. LinkedIn. Et toujours en y apportant un petit peu de technique dedans pour booster un petit peu, pas faire de la prospection qu'à la main. Ouais, Donc pour aller un peu automatiser tout plus ça et loin, que ce soit fait à échelle. malgré le fait qu'à la main, c'est très très important, mais tout ça, on en reparlera. On en reparlera. Du coup, après, qu'est-ce qu'on a? On a le gross inbound. Donc ça va être comment optimiser et améliorer l'entrée. Enfin, du coup, déjà, l'inbound, c'est quoi? C'est le client qui vient vers toi, qui va remplir un formulaire, qui va se connecter sur ta plateforme ou je ne sais quoi. Et du coup, l'intérêt du gross là-dedans, c'est d'aller optimiser un petit peu tout ce parcours-là
pour qu'il soit le plus efficace possible et que tu aies du coup de la croissance parce que des clients qui rentrent dans tes bases de données, que tu appelles, que tu vends, etc. etc. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir du gross ops. Donc là, ça va être plus comment optimiser un petit peu tout ce qui est CRM, tout ce qui est technique donc pour les sales. Donc améliorer en gros un peu la vie des sales, avoir la bonne data au bon endroit. Et ensuite, on va voir le gros ingénieur. Donc lui, ça va être beaucoup plus dans les automatisations, créer des flows, créer des processus structurés, des flows. Pour automatiser les choses. Pour automatiser des choses. Plus rapidement, gagner du temps. Un truc super simple, j'en sais rien. Quelqu'un qui, à la fin d'un call, ça se termine. Le sales clique sur n'importe quelle coche et ça va envoyer plein de trucs. Ça va rentrer le mec dans une séquence d'emails pour après le nurturer. Ça va envoyer des notifs sur Slack pour dire tiens, tu dois le faire. J'en sais rien. Tu peux tout imaginer, tout et n'importe quoi. Donc là, ça va être plus dans ce côté ingénierie. Ensuite, on va voir le gross product. Donc, gross product, ça va être quelqu'un qui va essayer de créer de la croissance à travers le produit. Donc là, c'est plus la définition américaine de ce que c'est le gross. De ce que j'ai lu, tout ça, c'est un peu plus côté aux États-Unis. Le product-led growth. Exactement. Ça va être c'est plus comme ça qu'on va définir gross. Alors qu'en France, après j'en sais un nom, mais ça va être plus, on va dire, le mec qui fait du gross, c'est le mec qui fait de l'acquisition. En gros, c'est comme ça qu'on définit. Hacking, Exactement, c'est exactement ça qu'on le définit. Et du coup, le product, ça va être comment créer de la croissance à travers le produit, comment tu arrives à engager de plus en plus d'utilisateurs à travers différentes techniques. Par exemple, j'en sais rien, si tu prends Slack, pour que Slack fonctionne, il faut que tu aies de plus en plus de personnes qui rentrent à l'intérieur. Et du coup, on va aller essayer de comprendre comment faire en sorte qu'un utilisateur qui est dans Slack va en inviter d'autres. Et du coup, ça va faire grandir le produit par lui-même. Ouais. Et du coup, la croissance se fait naturellement. Et on est plus sur une pipeline, voilà, sur quelque chose de très linéaire. Et on va créer des grosses loops. Donc, du coup, voilà. Et je pense que le dernier que j'ai oublié, ça va être demande génération. Donc là, c'est un truc un peu plus haut niveau, où là, on arrive, c'est des gens qui maîtrisent un peu toutes les parties, inbound, outbound, et qui va gérer un petit peu toute la génération, toute l'acquisition, la croissance un peu de la boîte. Donc là, c'est un métier où tu es beaucoup plus expert, tu es beaucoup plus haut niveau. Mais il y a une deuxième chose, c'est la taille de l'entreprise. Parce que c'est bien mignon d'avoir toutes ces sections, mais quand tu commences une boîte, que tu es early stage, que tu es de 0 à 10 personnes, tu vas pas avoir 6 personnes juste pour chaque partie du growth. Donc en gros, tu fais un peu tout. Et tu fais un peu tout. Il faut être un peu. C'est la partie où en fait, il faut être vraiment à côté plutôt débrouillard. Il faut savoir un peu toucher à tout. Le poste que j'ai, on appelle ça le lead gross. Je sais pas si aujourd'hui je peux me considérer ça comme du gross. Je suis un peu. En tout cas, tu es généraliste. Je suis assez généraliste. C'est juste que c'est moi qui m'occupe de la prospection outbound. On essaye un peu de faire de la data pour la boîte. Mais malgré tout, ça m'empêche pas que j'appelle quand même des gens. J'ai un côté très, très SDR aussi. Bon, après, je dis ça, mais bon, quelqu'un qui fait du gros aussi doit être capable de... être en contact avec le pain des clients pour pouvoir leur parler. Ouais. Mais du coup, tu touches un peu à tout et ça t'oblige un peu à te former un peu dans tout. Et c'est cool, c'est intéressant. Okay. Bah, très cool. Je pense que tu as eu une réponse très complète. Je pense que là, on sait parfaitement ce que c'est que le growth. Ouais. Donc, plus d'approximation. Et il faut qu'il change ce mot aussi. Hein. Ouais, plus d'approximation. Le growth, je ne peux plus entendre ce mot growth. Growth. Surtout les gens qui disent grosse. Ça, c'est moi, ça. Alors, moi, je fais du grosse. Alors, le mieux, c'est je suis grosse chez. Ça, bon. C'est moi. Ouais. Bon, voilà. Mais du coup, on va rentrer un petit peu dans tes techniques du coup, de growth, spécialement dans le cold email et le cold emailing, parce que j'imagine que tu fais aller ces choses un peu ensemble. Ouais, nous on fait un peu, on est multicanal. Ok. Bah, on a plusieurs cartouches, donc on essaie de les utiliser. Hein. Ok. Mais d'abord, alors je vais te demander de présenter très rapidement en quelques phrases Déclic, ton produit, ce que tu vends, sous quel format d'abonnement pour qu'on comprenne un peu l'enjeu, et ta cible pour qu'on puisse comprendre le concept. Sans aller dans le détail, parce que Pauline Villarubla est déjà passée dans le premier épisode du podcast et travaillait aussi chez Déclic. Et donc, elle a amplement présenté Déclic. Je vous invite à regarder l'épisode, c'est le premier, si jamais vous l'avez pas déjà vu. Ok. Du coup, je vais essayer d'être assez succinct.
Du coup, la mission de Déclic, ça va être d'optimiser les chaînes de montage, de production, qui sont du coup dans les usines. On a un petit bouton qui permet de compter soit le nombre de problèmes qu'il y a sur une ligne de montage. Imagine une bouteille une usine où on fait de l'orangina. T'as des bouteilles qui passent et des fois, paf, elle peut passer de travers. Et du coup, on va dire, ah, une fois elle est passée de travers, 2 fois, 3 fois. À la fin de la journée, on va se dire, ah, elle est passée 100 fois. Il y a combien de temps on a perdu sur ça? On sait qu'à chaque fois qu'on casse une bouteille, on arrête la ligne de montage pendant 10 minutes. Ah putain, on a perdu 10 minutes fois 100. On a perdu 1000 minutes du coup. Et là, on va dire, ah, combien ça nous coûte cette histoire? Et du coup, voilà, nous, on fait de la relevée de data. On fait de la relevée de data grâce à des petits boutons qui sont connectés dans les usines pour pouvoir ensuite que les personnes qui s'occupent d'optimiser ces lignes les améliorent et puissent faire en sorte que les usines fonctionnent mieux et soient plus compétitives. Ok. Et du coup, vous adressez à enfin, en tout cas, tes cibles, toi, dans ton growth, c'est qui? Qui est-ce que tu vas chercher quand tu fais des campagnes, typiquement? Alors, il y a aujourd'hui les gens qui utilisent notre produit, qui l'utilisent, ce sont les responsables d'amélioration continue. Donc les responsables d'amélioration continue, c'est les personnes du coup qui s'occupent de l'amélioration continue. Non, d'améliorer les chaînes de montage et du coup ils ont besoin ils ont besoin de compter, de chronométrer des choses pour comprendre ce qui se passe dans les usines. Tu m'as dit off caméra que vous aviez un tout petit peu changé de cible parce que vous l'aviez retourné dans tous les sens. Exactement. Cette cible des responsables d'amélioration continue. Du coup, on l'a tourné un peu dans tous les sens parce qu'elle est assez difficile. Il faut savoir qu'une usine, c'est un endroit très opaque. Donc, pour avoir la donnée de savoir que cette usine-là, qui est dans la Creuse, à je sais pas où, un responsable d'amélioration continue, qui a des problématiques pour pouvoir aller faire du bâtonnage ou du chronométrage dans les usines, il faut se lever assez tôt pour avoir cette information. En tout cas, j'y suis pas encore arrivé. Et au lieu de forcer le truc, à essayer vraiment d'aller dedans, on s'est un peu désaxé. Et aujourd'hui, on a un peu un nouveau segment. Et ce nouveau segment, en fait, c'est les consultants en amélioration continue. L'avantage qu'ils ont, eux, aujourd'hui, c'est qu'ils sont très accessibles. Les datas, on les a, parce que c'est des gens qui cherchent des clients. Donc sur Internet, on les trouve très facilement. En plus de ça, pour aller argumenter face à une usine, il y a un argument d'autorité qu'on n'avait pas du tout en tant que simplement sales d'une jeune start-up dans les usines. C'est quand même un monde assez normé, l'usine. C'est un endroit où on a besoin d'avoir ce sentiment d'autorité, avoir un sentiment d'autorité. Ouais. Et du coup, à travers les consultants, si un consultant dit « tu as besoin de ça », le responsable d'amélioration continue dans l'usine va dire « ok ». Donc déjà, c'est beaucoup plus simple. Ils leur font confiance. Il y a ça. Deuxième truc, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très opaque une usine. Et du coup, ces consultants-là, ils ont mappé en fait dans leur région, dans leur secteur. Eux, ils font déjà cette démarche d'aller voir les gens. Ils les connaissent déjà. Ils savent où sont les problématiques. Et quand on les appelle, ils vont nous dire « Ah, tiens, c'est intéressant. Ça pourrait être sur mon client numéro 4. Il y a cette problématique. Tiens, envoyez-moi ces boutons. Je vais tester. » Et du coup, là, déjà, c'est beaucoup plus simple. Donc là, c'est notre nouveau segment du moment. Et on va essayer, en fait, là, l'objectif, c'est d'avoir 200 consultants pour fin juin, je pense. Donc, en un mois et demi, il faut qu'on essaye de choper ces 200 consultants via cold email et via prospection aussi, prospection classique aussi. On fait les deux, parce que chacun nourrit, la prospection classique nourrit l'automatisation et inversement. Ben justement, ça nous fait une super transition. Je voulais te demander, voilà, maintenant qu'on sait que tu cherches des consultants en amélioration continue, avec un modèle en SaaS plus du hardware, les boutons, quelles sont tes stratégies aujourd'hui lead gen sur le cold email, sur le cold LinkedIn? Comment est-ce que déjà aujourd'hui tu identifies les prospects potentiels? Alors aujourd'hui, vu que c'est une nouvelle cible, comment je fais? Quand j'attaque un nouveau segment, une nouvelle cible, premier truc que je fais, je prends LinkedIn, Sales Navigator, et je commence par le truc classique, essayer de faire la meilleure segmentation sur ça. C'est quoi la meilleure segmentation pour toi? Ça veut dire quoi ça? Celle qui fonctionne. Du coup, je prends une première hypothèse. Je vais sortir tous ces profils-là. Donc, vraiment réfléchir que par rapport à son produit, aller chercher vraiment la niche la plus fine possible. Si sur ton Sales Navigator, moi, j'aime pas donner des niveaux. Si tu arrives
à 30, 40, 50 personnes, à un ayant Ah ouais, ultra carrément. niché. Mais après, ça veut pas dire que tu vas pas ouvrir, mais au moins tu pars avec des hypothèses très nichées, très segmentées. Mm. Tu prends ces personnes-là, une fois que tu les as, tu vas commencer à te connecter avec eux, tester plusieurs messages plutôt à la main. Donc, dans les règles de l'art, moi je dirais que c'est ça qu'il faudrait faire. Et commencer directement à les appeler et tester et faire tout ce funnel-là, faire toute cette ligne et la répéter, la répéter, la répéter jusqu'à arriver à quelque chose où tu sens que c'est redondant, que limite j'en ai marre de faire ça. Et une fois que tu arrives à ce niveau-là un peu de frustration, là tu vas pouvoir commencer à mettre des outils. Mais pas pour faire n'importe quoi, mais vraiment pour structurer le truc. Ça, je pense, c'est ça qui est important. Enfin, moi, comment je le vois, c'est ça. Du coup, je trouve ces personnes-là. Maintenant, si on parle un peu plus outils, nous, qu'est-ce qu'on fait? On récupère ces personnes, je les mets dans Phantom Buster. C'est un outil qui permet d'aller tirer Des recherches LinkedIn. tes recherches LinkedIn. Comme ça, là, hop, c'est propre. Tu as tout ça sur des Excel. Vu que moi, je suis un peu tech, je me suis amusé à me faire une petite base de données. C'est une base de données Postgre, donc c'est une DB classique, où je vais aller mettre tous ces gens à l'intérieur. Donc là, c'est là où je développe un peu mes modules. Ça me permet de centraliser tout, en fait. Ok. Ça me permet de tout centraliser. De cette manière, j'ai plein d'actions possibles. Je peux aller voir si les mecs sont sur mon CRM. Est-ce que je les ai déjà contactés quelque part? Je peux aller récupérer toute la donnée possible qu'il y a sur son LinkedIn. Parce que sur Phantom Buster, par exemple, je crois que tu n'as pas les skis ou certaines choses que j'avais besoin. Là, je peux aller un peu plus loin. Et de cette manière, ça me permet d'être encore un peu plus précis. Mais encore une fois, je pense qu'au début, ça n'a aucun intérêt. Et moi, je le fais parce que c'est agréable et facile pour moi. Et je préfère le faire comme ça. Mais Parce que tu peux le faire, toi. Ouais. c'est pas une bonne pratique en soi. Le mieux, c'est vraiment, tu prends des Google Sheets, t'alignes les trucs. Une fois que tu as ou même directement avec Phantom Buster, tu peux prendre tes Sales Navigator. Une fois que tu l'as dans Sales Navigator, ça va extraire son profil, avoir le maximum de données possible. Une fois que tu as ça, tu peux surqualifier un peu parce que tu vas avoir un peu plus de données, peut-être des choses plus intéressantes, pour encore affiner, et après les envoyer sur un outil qui te permet d'envoyer des emails automatiquement. Moi, j'utilise Lemlist. Pourquoi j'utilise Lemlist? Je pense parce que je me suis fait bien caresser par le marketing de Lemlist. C'est vrai. Du coup, je suis chez eux. Du coup, dans les intérêts que j'ai, il y a une API. Du coup, on peut s'amuser à faire des choses dessus. On peut s'amuser à envoyer automatiquement les leads. Et quand je réfléchis, quand je mets un truc en place, je me pose deux questions. Est-ce que ce que je vais faire va être utile dans 3 jours? Et est-ce que ça va être utile dans 6 mois? Si Ok. ça répond à ces deux questions, je dis cool, je peux le mettre en place. Parce que si tu fais un truc qui est utile que pour aujourd'hui, demain, tu n'auras rien de structuré. Si tu passes ton temps à faire des trucs pour dans 6 mois, tu auras le temps de mourir 15 fois. Donc j'essaye de me dire, il faut que ça soit utile pour dans 3 jours et pour dans 6 mois. Très cool, ça. Du coup, j'en étais où? Ces gens, du coup, je les On mets sur était à Drop Lemlist. Contact, Lemlist. Phantom Buster, pas Drop Contact. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on pourrait parler de ça aussi avant. C'est qu'avant d'aller parler aux gens, il faut trouver les emails. Ouais. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on aspire les profils LinkedIn pour affiner, mais on va aussi rajouter des outils qui vont permettre d'aller trouver les emails, des emails professionnels. Vu qu'on nous, en B2B, c'est plutôt RGPD, ça, tu as le droit d'aller faire de la prospection. Ouais, du coup, nous, on utilise Drop Contact, Hunter, Datagma, qui est l'ancien Cold CRM, qui était d'où le truc de... D'où le fait que je les trouvais pas l'autre jour. Ouais. Ça n'existe plus, ça. Du coup, maintenant, ils sont rebaptisés Datagma. Il y a Snuff.io, il y a quoi d'autre? Il y a Apollo. Il y a Apollo, il y a Je veux dire quoi l'autre français, là, il y a Drop Contact, et l'autre... L'autre français? Ouais. Lusha, Casper. Enfin bref, il y a Bon, bref, il y en a plein. Il y a plein de... Moi, je suis aussi beaucoup Scrap.io, je sais pas si tu connais. Ouais, de nom, mais j'ai jamais utilisé. C'est un logiciel qui en fait prend la forme d'une extension Chrome. Oui. Et en fait, tu vas faire ta recherche Sales Navigator, tu vas appuyer sur un bouton, il va aller chercher toutes les données LinkedIn et les emails.
Et sur mes tests, j'ai des meilleurs résultats avec Scrap.io qu'avec Phantom Buster plus Drop Contact et l'autre que je ne retrouve pas. Mais du coup, ça, c'est beaucoup lié au secteur. Ouais, ça dépend totalement. Donc, il n'y a pas de règle, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Il faut les tester avec ton secteur. Et ce qui est intéressant, c'est après de les mettre en cascade. C'est-à-dire, tu prends celui qui marche le mieux, après tu prends le deuxième qui marche le mieux, et tu les mets en cascade. Et là, ce que je conseille, c'est d'utiliser une nouvelle appli que j'ai trouvée qui s'appelle Better Contact, qui est très cool. Et en fait, lui, tu as 6 modules, donc parmi tout ce que j'ai dit, Snov, Apollo, Drop Contact. Et en fait, lui, tout seul, l'outil c'est toi qui choisis l'ordre des outils que tu veux utiliser pour trouver des emails, et lui il va te faire la cascade tout seul. Donc tu n'as plus besoin de t'embêter à créer soit sur des Zapier, des N8N ou ce genre de choses, des enrichisseurs en cascade ou bien par du code. Lui il le fait tout seul, et en plus de ça il le fait bien parce qu'en plus il va les valider les emails, parce qu'il y a un truc qui s'appelle pour valider, pour pas faire du bounce. Never bounce. Lui il utilise, je sais plus lequel, mais il l'utilise à chaque niveau. Et du coup, comme ça, t'arrives à trouver beaucoup d'emails et très peu qui... C'est Better Email le nom ? Better Contact. Better Contact, ok. Donc, je pense qu'il a pris Drop Contact. C'est un Français, il est très cool, je crois qu'il s'appelle Frédéric. Très sympa, j'ai eu 2-3 calls avec lui, très cool. Donc ça, je conseille. Et en plus, j'ai discuté avec lui, il a sorti l'API, alors ça me rend... Je suis tout content. Alors là, je suis tout content. Merci Frédéric. Bon, malgré tout, on parle beaucoup de technique. On parle beaucoup de technique. On a vu comment est-ce que tu avais fait pour une recherche basique. Ensuite, comment tu l'avais amené, comment tu avais enrichi et amené sur un logiciel qui fait de l'email de masse et personnalisé. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment est-ce que tu as pu affiner ta recherche de prospect, parce que là, tu es au tout début de ta stratégie. C'est-à-dire que tu as une nouvelle cible. C'est pas compliqué d'aller la chercher parce que tu cherches et puis il y en a. Mais comment est-ce que tu vas chercher, typiquement, quand tu avais un peu épuisé ta cible, quand tu avais un peu fait le tour des responsables d'amélioration continue de France, comment est-ce que tu faisais pour revenir à avoir un ciblage nouveau et finalement plus précis ? Déjà, les responsables version continue, il y en a toujours. En tout cas, si tu n'as pas envoyé 100 000 emails de son maintenant, c'est un peu compliqué d'arriver à en envoyer autant. Est-ce que tu vas aller scraper, je sais pas, je te dis des bêtises, mais des bases de données Indeed pour détecter des besoins, aller détecter les changements de poste, des croissances d'usines. Est-ce que tu vas exploiter ces signaux-là ? J'ai testé un peu tout ça, donc j'ai essayé de trouver un peu sur Indeed l'avantage de Indeed quand tu fais du B2B et sur les recherches d'emploi, c'est que les gens, quand ils font une fiche de poste, ils marquent toute la vie de l'endroit dont tu as envie qu'ils deviennent clients. Donc là, le mec, il raconte toute sa vie, donc tu as 1 million de data, tu as plein de données qui peuvent être super intéressantes pour pouvoir savoir si tu dois les contacter ou pas. Ça me fait penser, pour ceux qui font pas, et même, je trouve que c'est même quelqu'un qui fait de la technique, Faro ou la grosse machine, ce genre d'outils qui font un peu tous ces éléments en un, je trouve que c'est super cool d'utiliser ça quand tu débutes. Et quand je dis débuter, c'est pas que tu es débutant, c'est que quand tu attaques une segmentation et que tu n'es pas encore en train d'optimiser, que tu es vraiment en train d'essayer un marché, d'essayer de tester, mais je trouve que d'avoir des tout en un, c'est beaucoup plus... ça va plus vite. Ouais, la technique est au centre aussi du cold email, parce que tu peux pas faire du cold email à la main. Au bout d'un moment, tu vas pas aller bien loin si tu restes à la main. Donc forcément, la technique et les outils, ça vient dans le débat. Donc on a compris comment tu identifies ça. En tout cas sur les signaux un peu basiques. Voilà. Je te propose de rentrer dans le dur. Ok, vas-y. Je propose de rentrer dans le dur. Aujourd'hui, c'est quoi tes stratégies du coup d'outreach, de cold email et cold LinkedIn qui fonctionnent, qui t'ont donné les meilleurs résultats? Pour moi, c'est très classique. 80% de vous, 20% de je dans les messages. Avoir un copywriting, surtout sur le premier message, qui est pas vendeur, créer une relation, quoi. C'est-à-dire, tu fais quoi typiquement? Pour moi, ça va être surtout demander de l'info aux personnes en face, d'aller leur demander comment ils travaillent chez eux, qu'ils m'expliquent un peu leur métier, créer une relation plutôt. Ça, c'est la première chose. La vente vient beaucoup plus tard
sur du cold, je trouve. Après, bien évidemment, il y a pas une règle. Pour moi, il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une règle. Ah, non. Parce que les segments sont différents, les produits sont différents. Le prix de ton produit, si tu vends un truc à 1 € et si tu vends un truc à 10 000 euros, la manière n'est pas du tout la même. C'est pas du tout pareil. Nous, on a un produit qui est un SaaS qui commence à 500 € par mois. Du coup, on peut se permettre de créer une relation avec une personne et passer du temps un peu plus à parler avec les gens. Parce que c'est la force plutôt du réseau. Il y a besoin, comme je disais, d'arguments d'autorité. Même nous, en tant que sales, on passe maintenant aujourd'hui par les consultants parce qu'on n'a pas encore assez d'autorité. Donc il y a une vraie relation à créer avec les personnes. Mm. Mais par contre, ce que j'adore avec le cold, email, cold call et tout ça, c'est que c'est la chose qui te permet très rapidement de pouvoir te confronter ton produit avec le marché. C'est pour ça que j'ai toujours tendance à lancer ce genre de processus en premier lieu. Ouais. Qui sont C'est d'abord le à plus la rapide. main et après tu structures. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que tu approches tes prospects sur les premiers mails? Tu me dis que tu essaies de créer une confiance avec eux, une relation, en leur demandant des infos. Ça peut donner quoi typiquement? Ça peut être bonjour, comment est-ce que je m'appelle Pierre, j'ai quelques questions sur vos usines parce que je travaille dans l'amélioration continue. Comment est-ce que vous vous y prenez aujourd'hui pour faire ça? Ouais, typiquement, ouais. Typiquement, ok. C'est un peu là-dedans. Vraiment en essayant d'enlever le maximum de jeux. C'est vraiment avoir... c'est essayer de se mettre... Des fois, je m'amuse à m'auto-envoyer les trucs. À m'auto-envoyer les emails pour un peu voir comment ça réagit. Parce que quand tu es devant en train d'écrire, t'es un peu décalé par rapport à vraiment ce que tu veux faire ressentir toi-même. Et du coup, oui, ça va vraiment plutôt parler de... essayer de créer une relation. Nous, on a une problématique et je vais essayer d'aller creuser si cette personne a vraiment cette problématique plus finement. Parce que comme je disais, c'est très opaque une usine, donc il y a des choses que je ne sais pas. Je ne suis pas sûr à 100% que la personne c'est la bonne personne. Du coup, je préfère me positionner en tant que réseau et dire ah, on débute, j'ai envie de savoir comment vous faites du bâtonnage, comment vous faites du chronométrage. Est-ce qu'on pourrait prendre un petit peu de temps pour en discuter? Du coup, ce qui est important après, là où on va avoir un peu de technique, ça va être tout ce qui est follow-up. Donc ça, c'est tous les messages. Alors si je fais par exemple une séquence complète, je pars toujours de LinkedIn. Je vais faire une visite LinkedIn parce que la personne, je l'ai trouvée en général, je trouve sur LinkedIn. Ouais. De cette manière, je sais que ces personnes-là sont pas trop digitales, donc je suis quasiment sûr qu'ils ont une notification avec « vu votre profil » ou même de manière générale. Parce que ceux qui vont beaucoup sur LinkedIn, ils ont plus cette notif. Ouais. Mais déjà, ça crée quelque chose d'assez réel. Une fois que je l'ai, je vais envoyer un message par email où là, je vais plutôt dans l'objet mettre quelque chose comme j'ai remarqué votre profil sur LinkedIn, ce genre de choses. Comme ça fait un lien, c'est ça cohérent. croise. Et ça marche. Ça, c'est des petits trucs qui permettent d'avoir un peu plus de taux d'ouverture, mais c'est pas comme je dis, c'est pas le cœur qui est important. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ce premier message qui va être beaucoup plus... donc, qui va parler du vous. À l'intérieur de ce message-là, je mets aussi, nous, ce que ça s'appelle, c'est l'icebreaker, c'est l'entrée en matière. Si on parle un peu technique, je variabilise cette entrée-là. Donc, j'ai un truc assez commun. Mais chaque lead, je peux changer ça et avoir du coup une entrée, l'icebreaker, l'entrée en matière. C'est comme ça qu'il appelle sur la liste, c'est pour ça que je dis entrée en matière. Je trouve ça drôle comme pour briser la glace. Oui, la glace. Et là, du coup, tu vas pouvoir aller, chaque prospect, créer son entrée en matière. Donc tu peux être du ultra personnalisé comme un truc un peu plus large. Donc des fois, quand je sais qu'un segment marche et que c'est le bon message, là je peux dire ça. Tu vas passer du temps pour prendre chaque personne, aller chercher les trucs sur leur profil. C'est ça. Donc c'est surtout quand je commence à tester. Ouais. Et une fois que j'ai trouvé une bonne formule ou un truc à ces trucs, là on dit allez, on industrialise le truc. Et là c'est bon, c'est parti. Je sais qu'avec eux ça fonctionne bien comme ça. Okay. Et donc là le process est carré. Ouais, tu personnalises un peu moins. Et du coup en plus de ça, l'intérêt c'est que je structure aussi la prospection à la main des sales. Parce que eux, ils ont leur petite extension et ils les rajoutent dans des campagnes en mettant des entrées qu'ils veulent différentes. Donc on garde la structure, le process carré, donc c'est-à-dire les follow-up derrière, les messages. Parce que derrière les premiers messages, après il y a les visites, les messages, les invitations sur LinkedIn. Il y a un truc assez classique après
que peut utiliser le sales, donc on structure. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que j'automatise pas, c'est plutôt je structure. Ok. Du coup, on a les follow-up messages, c'est les messages derrière où par exemple le mec a lu, il a trouvé ça intéressant, mais il n'a pas répondu. Donc là, il faut aller un peu le titiller. Du coup, celui que j'aime bien faire comme message de follow-up, c'est déjà avoir une signature envoyée de mon iPhone. Ça, j'aime bien parce que ça fait un côté, je l'écris Ok. assez rapidement, je mets pas d'image, je mets rien, je mets un truc très rapide pour donner ça donne une très bonne sensation humaine. Bon, après, les petits trucs un peu nuls, le mec n'a pas répondu. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais je mets des petits répondre 2 points là, le re 2 points. Comme ça, le mec a l'impression qu'il s'est déjà passé une interaction. Ça peut un peu fausser, j'ai testé, les mecs sont jamais trop pleins de ça, donc pour moi je le laisse pour l'instant. Et du coup, je continue après ces séquences. Je vais avoir d'autres messages derrière qui vont plus être explicatifs, où je vais mettre des cas clients, des choses comme ça, un peu plus de contenu. Et à la fin, je vais essayer de le piquer, de lui dire ah, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout la bonne personne. Est-ce que vous pouvez me passer le contact de la bonne personne, sachant que je sais que c'est la bonne personne. Et des fois, ils vont dire ah, putain, Mais je je suis suis la bonne personne. Et là, ils peuvent revenir. Ok. Et une fois que Très j'ai fini intéressant. ça, j'invite sur LinkedIn. Et après, je mets des petits messages sur LinkedIn. Donc, on a un truc assez long, quoi. Ok. Et même après ça, je sais que je mets une autre tâche de call où les sales, ils vont voir un truc qui dit ah, tiens, lui, on a fait toute la séquence, il a jamais répondu, peut-être que tu peux essayer de l'appeler au téléphone. Histoire de pouvoir mettre le maximum de cartouches possible, sans bien évidemment que ça soit un truc agressif, horrible et dégueulasse. D'accord. Ok. Si on reprend un peu ta séquence, ça donne quoi un peu si on schématise? On a dit premier visite LinkedIn, Mhm, deuxième mail, ensuite mhm. follow-up assez bref Ouais, par mail. ouais. Et si tu nous donnes un petit peu les éléments et les délais, ça donne quoi à peu près? Alors, ça fait visite. Enfin, en tout cas, de quelque chose que tu considères classique et qu'à peu près tout le monde peut mettre en place, qui est pas trop pushy Mhm. et qui est efficace quand même. Du coup, sur la méthode, moi, ce que je dirais, c'est tu fais assez court, tu vois quand ça gueule et tu détends. Ok. Mais pas en faisant de la masse, en testant, Ouais. vraiment. Et en s'excusant. C'est un petit excusant. Désolé, je vous envoie un gif en excuse. Non, mais oui, après tu peux discuter. Moi, j'aime bien savoir pourquoi les gens ils sont pas contents. Et au contraire, ça m'énerve de les embêter. Moi, ce que je veux, c'est pas ça. Moi, je veux que ça soit le plus fluide possible. C'est que les gens, on les prenne, on les accompagne. Tu vois, c'est ça. C'est un truc, ça doit être le plus naturel possible. Ça, le truc que je dis tout le temps, c'est se faire caresser se faire caresser, quoi. Tu vois, il faut que ça soit tout doux, que ce soit un truc. Et hop. C'est ça. Et même, l'objectif, c'est de régler un problème que quelqu'un a et que quand il paye, il est content de payer. Que ça soit Ouais. pas. Moi, c'est ça l'idée. Je veux que le mec du premier jour où on parle jusqu'à le jour où on se quitte, qu'il soit super content, que ce soit une Il est belle trop relation. content en fait que tu lui as envoyé un email. Genre, il s'est dit putain, mais heureusement qu'il m'a envoyé un email parce que sinon je serais toujours dans la merde, Mais là à compter les arrêts là sur ma feuille. si. C'est ça en fait. Ouais. Ah ouais, Tu carrément. te positionnes en Carrément. mode je t'apporte une solution et t'as beaucoup de chances que je t'envoie un mail. Ouais, en vrai, là, quand t'arrives à ça, c'est un peu la quintessence du truc. Ouais. Après, c'est vrai qu'en plus, vu que le cold, c'est. En fait, c'est que. On voit pas le bon cold. Mm. Parce que le bon cold, Il ça est fonctionne. rare. Mm. Non, mais c'est même pas qu'il est rare. C'est que ça fonctionne, donc tu te sens même, tu le ressens pas. Pour toi, c'est naturel. Ouais. C'est Mais comme tu un te bon DM souviens, sur Instagram quoi. c'est que le mot. Et on pense que 95% Ouais. c'est que du mauvais. Mais c'est parce que quand tu débutes, tu testes des trucs, donc des fois, malheureusement, mais moi aussi, je me fais prospecter très. Des fois, c'est nul. Mm. Mais. La plupart des. Alors ça, Et je suis pas c'est sûr que quelque c'est le chose de très maximum. Ouais. intéressant parce que la plupart des cold email que tu reçois sont très nuls et sont complètement. Oui, bonjour, machin. J'ai vu que tu étais poste dans entreprise, même pas rephrasé, tu vois, même pas reformaté. Et Mm. du coup, en fait, tu sais que c'est un cold et tu vas le dégager. Et du coup, c'est très facile quand tu personnalises et que tu as une démarche comme la tienne qui est avec des icebreakers personnalisés, tu vas Mm. venir apporter une touche humaine. C'est très facile Mm. d'arriver à avoir quelque chose de beaucoup plus humain et de Ouais. sortir du lot. Donc, ne sous-estimez jamais la force d'une personnalisation un peu plus poussée que les autres. Ça peut vraiment faire des résultats exponentiels pour moi. Mm, mm. Je sais pas si tu partages mon avis. Ah si, complètement. Ben, Ouais. il y a un moment, il y en a, t'arriveras pas à vendre et l'autre, t'arriveras à vendre. Donc, Ouais. t'auras beau t'efforcer à envoyer plein de mails, de toute façon, à un moment donné, t'y arriveras pas. Mm.
Après, moi, je parle souvent avec mon client parce que j'ai fait essentiellement que du B2B avec des paniers moyens où tu as besoin de créer une relation. Donc, si tu crées quand tu as besoin de créer une relation, si tu fais que la relation elle est toute nulle, bah ça marche pas. Après, si tu peux être plus pushy sur des trucs où tu as En besoin fin de séquence. Ouais, ou même sur des. Je pense que si tu vends, tu veux simplement qu'il y ait un mec qui vienne sur ton application, ou que ça soit simplement un user, que ça soit pas payant, des trucs comme ça. Là, tu peux être un peu plus. Tiens, ta setup, c'est un truc comme ça, ça mange pas de pain. Tu peux, je pense. Après, j'en ai pas spécialement fait, tu vois, mais je pense que ouais, ça mange pas de pain. En Ok. tout cas, moi, j'utilise très peu de variables. Tu vois, par exemple, il y en a, ils vont te mettre 10 variables, un truc comme ça. Ok. Moi, Tu utilises quoi, typiquement? franchement, j'utilise quasiment que le prénom, quoi. Ok. Mais oui, et après, ça va être la variable qui va changer, ça va vraiment être l'entrée en matière. Hmm. C'est vraiment l'icebreaker, quoi. Ah, c'est une variable assez poussée, ça, quand même. Ben ouais, mais c'est un gros, c'est une phrase, quoi. Ouais, c'est une phrase. C'est une phrase. Que là, Ok. enfin, franchement, que tu me rajoutes que je viens, et que tu as réussi à bien mettre le nom de mon entreprise, sympa, mais bon, est-ce que c'est ça qui va faire que je vends mieux le truc? Non, enfin, je suis Ouais. pas certain que Ouais, ce que j'aime bien faire, moi, c'est. tu peux le mettre, mais s'il faut qu'il y ait un intérêt, que c'est un intérêt dans ton truc, c'est pas simplement C'est pour ça. dire le fait d'avoir mis des variables personnalisées font que mon truc il est bon. Non. C'est ça, exactement. Je pense que quand tu mets plus de variables, il faut que ce soit pour indiquer à la personne pourquoi c'est elle que tu contactes. Mm, mm. Et il y a beaucoup de techniques qui sont très bien, je trouve, mais peu donnent en fait une vraie vision à la personne sur pourquoi est-ce que je te contacte toi et pas quelqu'un d'autre. Mm. Et pour ça, j'aime bien utiliser perso le poste et l'entreprise, parce que j'ai vu qu'en fait, tu étais dans ce poste-là, tu faisais ça précisément dans cette entreprise. Et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et je trouve que ça Ouais. permet d'ajouter un... En fait, ça permet d'ajouter de l'intention. Vraiment Ouais. tu sors d'une relation où tu sais que c'est envoyé à 10 000 personnes. Ouais. C'est vraiment envoyé à toi parce que Ouais. telle raison. Tu vois. Mais après, vu que je fais des segments tellement petits Ouais. qu'en fait ils ont tous limite le même nom de poste, tu vois. Ouais, du coup, tu n'as même pas besoin de Ouais, c'est variable. pour ça. C'est ça. Ouais. Et du Et coup, tu as le des arguments super précis, j'imagine, en fonction de ce type de personne-là. ça dépend après, plus ou moins. Ça dépend. Parce que Ok. des fois aussi, je me dis, putain, là j'ai besoin d'avoir un peu plus de monde, là je peux être un peu plus large, essayer d'avoir du grain à moudre. Parce qu'il y a aussi un côté, ben, on veut tester, quoi. Donc il faut qu'on parle faut qu'on parle à du monde pour tester. Donc on rajoute un peu de masse et après, des fois, on peut plus réduire. Donc j'ai plutôt tendance à réduire au début, remonter. Ça fait un peu le yo-yo, en fait. Ok. Ça fait un peu le yo-yo, ouais. Bon, alors, du coup, rapidement, cette petite séquence, du coup, ça donne quoi en termes d'éléments et de délais? Parce qu'on était sur ça. Ah oui. Donc, on a dit visite LinkedIn, message, Mhm. follow-up. Ouais. Après, je pense que en fonction des trucs, j'ai un truc de contenu en plus. Mhm. Donc je vais dire, ah ça pourrait t'intéresser, il y a ce cas client qu'on a eu qui pourrait être intéressant. Ou sinon, nous on a un podcast, dire, ah tiens, tu devrais écouter cet épisode, il est pas mal. Enfin, je sais pas, c'est assez... Il y a ce genre de message. C'est assez générique, hein, c'est pas un truc qui est personnalisé en fonction des segments. Parce que là, je commence à arriver dans les moments où c'est pour donner du contenu et voir si le mec réagit. Et voilà, et après le truc un peu, je sais plus comment ils appellent ça là, les trucs punchy où tu vas essayer de le piquer. Celui-là je l'aime bien parce que tu vas dire ah non t'es pas la bonne personne. Ouais. Donc ça fait La version à la perte, ouais. premier message, follow-up pour faire répondre parce que souvent t'as la flemme de répondre et ça permet de réactiver le truc. Ensuite contenu et ensuite donc bien évidemment au début ça s'est rapproché. Donc visite, premier message 0 jours, follow-up 3. Et ensuite, on va être sur du 5-7 jours, à chaque fois à peu près. Ok. À peu près. Tu laisses respirer. Ouais. Bah, c'est plus naturel, quoi. Tu te dis, t'essayes de discuter avec quelqu'un, il a pas vu, tu lui dis, bah tiens, regarde ce contenu. Après, faire, oh putain, je suis un peu énervé là. J'essaie de te contacter, réponds-moi, moi. Enfin, je suis un humain, quoi. Réponds-moi, et si t'es pas la bonne personne, trouve quelqu'un, sois respectueux quand même. Ouais. Réponds-moi. Totalement. Mais essayer de créer comme si c'était une vraie relation. Bah, pour l'instant dans un seul sens parce que c'est que moi qui envoie des choses. Et une fois que j'ai fait ça, je vais envoyer une invitation LinkedIn, dire ah j'ai essayé de te contacter par email et en fait
t'as quand même créé une relation sans qu'il t'ait jamais répondu. Ouais. T'as déjà une histoire à, seul, quoi. t'as déjà une Comme histoire un à grand. raconter. J'ai essayé de te contacter par email, je voulais te parler de ça, est-ce que tu veux qu'on en discute? Moi, je serais plus dans le vouvoiement avec mon segment. Et voilà, il y a invitation, et après petit message aussi derrière. Il faut qu'il ait accepté l'invitation. Et là, après, les sales reprennent la main, ils les travaillent pour voir si ça match avec notre produit ou pas. Ok, bah t'as un peu anticipé une de mes questions parce que ça rentre dedans. Comment est-ce que tu vas utiliser le contenu que crée le market dans ta prospection? Alors tu m'as dit que tu utilisais les cas clients, donc typiquement des études sur les problèmes qui étaient présents chez les clients, comment vous les avez solutionnés Ouais. et quel résultat ça a fait. Le podcast aussi, parce que vous avez un podcast. Ouais. Pour avoir de l'expérience, du retour terrain de personnes qui sont typiquement votre cible. Comment est-ce que tu vas... Alors, tu nous as dit en fin de séquence, tu as des guidelines sur ça, des bonnes pratiques? Du coup, c'est intéressant parce que là, j'utilise du cold pour faire du coup de la prospection pure pour aller vendre, mais j'utilise aussi le cold pour aller faire connaître notre marque. Donc, par exemple, notre podcast, tous les gens qui sont des étudiants, des alternants, des stagiaires en amélioration continue, moi, je sais que ça sera nos clients de demain. Et c'est des gens qui vont être attirés par notre marque parce que ils ont notre âge, ils utilisent Uber Eats, ils utilisent Netflix, ils sont dans le digital. Du coup, eux, j'ai des séquences de call juste pour leur donner le podcast. De cette manière, ça m'évite d'aller faire ça à la main. Et les gens apprécient tout le temps d'avoir du contenu. Et moi, je sais qu'à côté de ça, ça fait augmenter la marque, ça fait augmenter le market. Ces personnes-là, ces stagiaires, ces alternants, ils vont en parler après autour d'eux. Et comme ça, on commence à créer un peu aussi cette émulation. Donc j'utilise les contenus aussi pour envoyer du cold sur des choses qui sont annexes, mais qui sont pour moi très importants. Pour l'avenir. Pour l'avenir et même pour aujourd'hui, parce que... Ces personnes-là, elles sont alternantes dans des usines, elles peuvent donner des idées. Ouais, donc ça va pas faire du sales direct, mais L'évangélisation. Ouais, il y a ça, et il faut créer ta marque, il faut créer ta communauté, il faut créer ton réseau, et ça sera toujours plus fort que du sales direct où c'est dur, c'est très dur. C'est-à-dire qu'il faut sortir ton téléphone, il faut aller parler, il faut créer cette relation, et si tu arrêtes de faire ça, mais c'est fini, tu n'as plus de croissance. Donc il faut aussi il faut penser aussi à créer des loops, et à créer de la croissance différemment, et à travers du contenu, et du coup du market, etc. Donc, comme ça me permet de parler de podcast et qu'est-ce qu'on peut faire avec du cold en annexe. Ouais. Inviter des gens à des webinars, inviter des gens à lire un contenu, sans vendre, rien du tout. Simplement créer une relation, créer du réseau. Et ça, assez facilement, tu arrives à structurer cette chose-là. Et les personnes en face sont contents. Et toi, ça te prend pas beaucoup, ça te prend juste un peu de technique. Et après, ça tourne derrière tranquillement. Et ensuite, nous, au niveau des contenus, ce qui marche très bien, c'est le GIF. Ouais, je m'amuse. Okay. Parce que les vidéos, dans les emails, tu peux pas les lancer direct, tu es obligé de passer par des gifs. Donc moi, pendant beaucoup de temps, j'ai essayé d'expliquer ce qu'on faisait. Et jamais personne n'arrivait vraiment à comprendre directement, proprement. À partir du moment où j'ai mis un gif, on voit les gens appuyer sur les boutons, des trucs assez simples, basiques. Après, on a un truc physique, un bouton, quelque chose d'assez, tu vois. Donc là, le gif marche très bien, par exemple, en termes de contenu. Au début, je l'ai testé sur le premier message, ce genre de choses, pour que vite on comprenne. Ça marche, ça fonctionne bien. Les gens, quand ils répondent, ils répondent proprement. Enfin, ils répondent en ayant compris. Illustrer ton produit avec un GIF, ouais. Pas mal ça. Ouais, ça marchait bien. Et donc ouais, un GIF pour illustrer ton produit dans l'email, ouais, c'est vrai que ça permet direct d'imager, pour comprendre plus vite. Ouais. Ok. Contenu, après, cas client. Et ce genre de choses. D'accord. Donc tu fais de l'outreach aussi pour envoyer vers tes contenus market qui vont convertir le prospect, l'évangéliser pour que ce soit derrière plus facile en sales de le convertir. C'est ça. Limite qu'il aille dans le funnel tout seul comme un grand, une fois qu'il a été bien éduqué, bien évangélisé. C'est ça. Très bien. Je crois qu'on a fait pas mal de... On a fait un bon tour du sujet. Est-ce que tu vois des choses plutôt à rajouter? Niveau outils, niveau pratique, niveau erreur à éviter? Tu nous as partagé ton framework, ça je trouve déjà très intéressant, le truc de se dire, est-ce que c'est utile dans 3 jours? Est-ce que c'est utile dans 6 mois? Je trouve que c'est déjà... Il y a beaucoup d'actions market
on se perd un peu dans le côté, oui, non, mais c'est de l'inbound, tu comprends, ça aura de l'effet en différé, tu vois. Mais cette petite phrase-là, je la trouve très sympa. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses Je l'ai piqué à Benoît Dubos. Ah ouais, c'était dans un de ses posts. J'ai trouvé ça trop cool. Trop cool. Bon. Je cite mes sources quand même. Cite tes sources. T'inquiète, ça vient. Mais il y en aura peut-être bientôt dans ce podcast. Qui sait? Eh oui. Peut-être. Du coup, quelque chose à raconter sur les méthodes, les outils, les petites bonnes pratiques? Du coup, je pensais les trucs que je vais tout le temps répéter. C'est tant que ta cible et ton produit ils sont pas alignés et que ton message il n'est pas évident, tu peux faire tout le call que tu veux, tu peux faire toute l'automatisation, toute la technique que tu veux, c'est mort, ça marchera pas. Donc, ça sert à rien de vendre du sable à un esquimau, quoi. C'est ça, fais-le à la main et quand tu arriveras du coup à vendre un esquimau, quelqu'un qui est dans le désert, là t'auras compris. Parfait. On a bien imagé là. Ça pour moi c'est le plus important. Okay. Juste comme ça quoi. Bon, bah c'est assez inspirant. J'ai une question du coup qui me vient. C'est quoi l'email qui t'a le plus marqué que t'as reçu? L'email qui m'a le plus marqué. En vrai, déjà les emails que j'aime pas, c'est quand quand je sens que je dérange, ça m'énerve. Donc tous les messages où je reçois des non, 2 points d'exclamation. Arrêtez. Là, t'as envie d'essayer d'aller creuser un petit peu plus. Il y a ça. Après, des gens qui sont assez drôles. Ouais, des insultes. Des fois, ça m'est déjà arrivé. Mais c'était plus un truc LinkedIn où c'était un mec random et sur un message, je sais pas, il fait non, ta gueule. Je crois que c'était assez sec comme ça, c'était assez drôle. De nulle part, quoi. Mais vraiment pour rien. Hein. Ok, c'était sympa. Ah oui, je crois qu'en plus, elle me l'avait envoyé, Pauline, ça. Ouais, c'était. Tu l'avais envoyé sur Slack. C'était Mathieu qui avait reçu ça. Ah, mais oui. C'était un truc. Dans ta gueule. Qui venait d'arriver il y a pas longtemps, non? Ouais, en plus. Première campagne de prospection, le commercial, il reçoit non ta gueule. Ou sinon, moi, ce qui me marque, enfin, je sais pas si c'est marquant, mais ce qui me fait marrer, c'est des mecs où on sent qu'ils sont un peu à côté de pas très, enfin, ils sont pas en phase avec notre produit et qui commencent à essayer de négocier. Oui, mais est-ce que je peux gagner de l'argent si j'arrive à vendre le produit dans ma société? Et là, on essaie de tirer. Je me rappelle avec Evan, on s'amusait à tirer le mec, à dire, ah oui, vas-y, on va te filer 2000 € si t'as ça, est-ce que ça te va? Et lui, quand même, ah non, c'est pas assez, on commence à faire la négoce qu'on fera jamais. Voilà, c'est ce genre de truc. Mais c'est vrai que là, en général, on a des trucs assez classiques du style, ça va être, oui, c'est plutôt intéressant, dites-en plus, en gros, ou assez vite, non, je suis pas intéressé. Et vu que notre segment, et ça c'est un truc que je suis toujours pas arrivé à faire, et comme je dis, les usines c'est assez opaque, je suis pas sûr quand j'envoie un message à 100% que le mec a besoin de ce qu'on a. Ça c'est dommageable. Et ça c'est l'objectif, c'est ça. C'est que je sois sûr qu'à 100% que les mecs que je contacte, ils ont besoin de mon produit maintenant. Ouais. Et là, c'est ça comment ça s'appelle le dernier, c'est le boss final, c'est ça quoi. Ouais. C'est quand tu arrives à faire ça. Un pain identifiable maintenant et dont ils ont conscience. Exactement. Voilà. Il y a un final. acronyme pour ça. Ah ouais. Mais je l'ai oublié. Ouais. je le retrouverai peut-être, mais il est RUT ou un truc comme ça et c'est genre c'est en anglais, c'est concret maintenant et qu'il en a conscience. Ouais. Et voilà, et qu'il lui coûte de l'argent, je crois aussi. Bon bref. Ok, ouais, c'est des petits trucs bien cocasses. Est-ce que tu as des ressources à partager sur les sujets, sur ces sujets-là, sur l'outreach, sur le growth? Du coup, ça c'est pas mal, c'est intéressant parce que tu sais, quand tu disais tout à l'heure quelles sont les recommandations, etc. Je dirais déjà, lisez pas trop, allez plutôt faire des trucs. Ça rend beaucoup plus de valeur et surtout, quand tu feras les choses, tu vas voir que tu vas être confronté à plein de problèmes et là, tu sauras quoi lire.
Donc déjà, ça c'est une bonne méthode. Mais sinon, non, moi je suis assez classique. Je t'avoue que je regarde pas mal de trucs plutôt francophones. Je suis pas naze en anglais, mais c'est pas là où je suis plus à l'aise. Donc quand il s'agit d'apprendre, c'est cool aussi de commencer un peu par du francophone. Même si maintenant je me force à aller lire de l'anglais. Mais du coup, assez classique. Moi, ce que je conseille pour ceux qui font alors, pour du cold, là, Benoît Dubos, Calésia, je pense qu'il y a des bons cours. Germinal, il y a des bons cours. Après, sur YouTube, après en cold, peut-être sur coup d'état, il doit y avoir un peu de... Il doit y avoir des choses sur du cold, je pense. Purement sur de la technique, après, tout ce qui est aller sur les groupes de l'Emlist, commencer à utiliser les outils. De toute façon, il y a toujours du knowledge il y a toujours des académies des knowledge que tu prends là-dedans. Donc ça, en tout cas, tout ce qui est cold email, il y a de quoi faire en recommandation, en lecture. Ouais, mais je pense que le plus important, c'est plutôt de lire des trucs un peu plus haut niveau. Des trucs plus où on va t'expliquer plutôt de psychologie, plutôt sur les mécanismes, ce qui font que ça marche ou que ça marche pas, et plutôt que la dernière technique à la mode. Exactement. Je pense que ça a beaucoup plus de valeur de psychologie, plutôt que qui régissent les techniques à la mode, plutôt que de lire les techniques à la mode. On a fait plus ou moins le tour de mes questions. J'en ai une encore à laquelle tu t'attends peut-être. C'est si tu devais inviter quelqu'un sur mon talk show, du coup, qui est-ce que tu inviterais? Mais je suis pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ça. Non, en plus, c'est vrai. Je t'avais promis, je m'y attendais pas. J'ai réfléchi un petit peu, on va couper. Du coup, sur Toulouse, c'est vrai que nous, on est plutôt dans l'écosystème IoT Valley. Du coup, j'aurais plutôt tendance à dire quelqu'un comme Bertrand Ruiz, par exemple, qui était l'ancien directeur de l'IoT Valley, qui pourrait être intéressant. Sur le SEO et des choses comme ça. Ils font du podcast, ils font pas mal, ils font beaucoup de market, et lui, il a quand même une très bonne, une bonne expérience. Il dirigeait l'IoT Valley, il a sa deuxième boîte qui monte, donc il a beaucoup d'expérience. Il a géré des équipes, c'est vrai que ce serait intéressant. Ouais. Ça serait pas mal intéressant quand je pense à IoT Valley. Après, toujours dans le marketing, il y aurait Benoît Dubos, mais bon, il n'est pas sur Toulouse, il est à côté. Ouais. Mais qui lui est un des top 10 influenceurs LinkedIn, et il fait de la formation market. Et du coup, bon. Sacrément bien placé. Du coup, c'est ça. Il a fait de très belles choses. Bon, tu as déjà donné 2, je pense qu'on est déjà bien. Et voilà. Bon, on a super bien échangé. En tout cas, moi, je trouvais que c'était très riche ce qu'on s'est dit pendant 7h21. Quand même, hein, ça passe, ça file. Donc voilà, je te remercie beaucoup d'être venu, d'avoir participé à l'Aftermarket. Merci à toi. Je te propose de chiner. Allez. À moins que tu aies quelque chose à rajouter à tout ça. À annoncer Avant. À annoncer. Je vais annoncer un mariage ou un enfant là. Dis-nous. Non, pour l'instant, c'est pas dans les. Pas pour l'instant. C'est pas dans les box. Voilà, ça marche. Mais écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Je te remercie d'être venu. On chine. Et on chine.